Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue. Je vais demander aux personnes qui sont encore entre les portes de bien vouloir se presser pour s'installer, qu'on puisse démarrer s'il vous plaît. Je suis ravi de vous accueillir dans cet hôtel des Arts et Métiers et avant toute chose, puisque l'usage me le permet encore pour quelques heures, permettez-moi de vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année 2018 et bienvenue donc pour cette 19e édition du palmarès Mediapro. Eh oui, il va falloir vous y faire, l'association a changé de nom pour suivre au plus près la nouvelle dynamique enclenchée, enfin je dirais nouvelle, c'est une dynamique qui a maintenant quelques années, enclenchée par les éditeurs de presse professionnels pour coller au plus près, là aussi, des enjeux actuels et futurs du média. Un média qui, on l'a vu tout à l'heure lors de la conférence, a largement dépassé le cadre de ses métiers d'origine et qui se réinvente chaque jour un peu plus sur de nouveaux territoires pour pouvoir relayer, accompagner la transformation des entreprises et la vitalité des secteurs qu'ils représentent. Alors, je ne vais pas être plus long pour le moment et je vais passer la parole à celle qui est la nouvelle présidente de Mediapro, Delphine Chen, pour qu'elle puisse vous exposer écoutez, les convictions qui animent l'association aujourd'hui. Merci Tanguy. Bonsoir à toutes et à tous et bonne année aussi. Donc, je suis très heureuse de vous accueillir au nom de Mediapro pour cette 19e édition de notre palmarès. Ce soir, vous allez le voir, la presse pro n'a pas fini de nous surprendre par son audace et l'originalité de ses dispositifs. Et de l'audace et de l'originalité, il nous en faut. Car comme on vient de le voir dans le cadre de la conférence d'ouverture, notre profession fait face à une mutation des usages qui nous oblige à nous réinventer. Je ne précise pas pour ceux qui étaient à la conférence. Mais je veux juste dire quelque chose, c'est que dans ce contexte, les médias professionnels disposent d'atouts certains. Expertise sectorielle, profondeur des contenus, connaissance de nos communautés, expérience de monétisation, approche servicielle. En fait, c'est plus globalement, comme vous le savez tous, notre pays, notre société et les secteurs dont nous couvrons l'actualité qui vivent des transformations. On a bien sûr en tête les réformes sociales qui sont en cours, celles du Code du travail, celles de l'évolution des branches professionnelles, mais c'est à mon avis plus largement le regard nouveau que portent les jeunes générations sur leur parcours professionnel, qui est un regard davantage tourné vers le sens et l'épanouissement des talents. Eh bien moi je pense que là aussi, en tant que médias, nous avons un rôle à jouer. Car quel est notre rôle? Notre rôle est d'informer, de donner des perspectives et des tendances, de mettre en relation les acteurs de nos secteurs et dans le fond de donner du sens. Dans ce contexte, vous le voyez, notre association, qui a vocation à promouvoir nos métiers, a plus que jamais un rôle à jouer pour nous faire connaître, promouvoir nos talents, promouvoir nos atouts, attirer des talents et nous permettre d'échanger entre nous. Nous avons donc mis en place un certain nombre d'actions avec en premier lieu, on vient de le dire, un nouveau nom, un nouveau logo. Presse Pro devient Mediapro. Et nous sommes trouvés une nouvelle baseline, promouvoir l'information professionnelle. Il s'agit en effet de promouvoir l'information professionnelle en reflétant notre métier dans toutes ses composantes. Informer, on est bien d'accord avec Laurent, on est d'abord de la presse, on est d'abord là pour informer, c'est ce qui fait le cœur et la beauté de notre métier, voire même sa noblesse. On est également là pour animer les communautés sectorielles sur le web, comme on l'a dit, en s'adaptant, les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut imaginer comme manière d'animer les communautés sectorielles sur le web et également les communautés sectorielles dans le cadre de rencontres professionnelles. Donc, deuxième aspect de notre métier. Troisième aspect, participer à la formation continue des acteurs de nos secteurs, car la presse professionnelle participe du lien social, c'est très important, et également de l'employabilité des acteurs de nos secteurs. Enfin, on a un rôle dans l'accompagnement des marques et des partenaires annonceurs dans leur stratégie marketing et leur approche marché. Mediapro souhaite donc promouvoir ces aspects auprès de l'ensemble des acteurs de notre environnement. Nos publics de lecteurs, les annonceurs, les acteurs du web, nos partenaires fournisseurs et les acteurs institutionnels. C'est pourquoi nous mettons en place un plan d'action qui vise d'abord à renforcer notre communication. On l'a vu, on est là pour promouvoir, donc il faut absolument qu'on mette en place des outils de communication. Donc par exemple, nous avons fait une refonte du site, un nouveau site internet, sur lequel vous retrouverez l'ensemble des résultats de ce soir, mais également des news, des ressources.
Nous mettons également en place un dispositif renforcé de promotion des résultats du palmarès. Donc ils seront présentés et envoyés par Benoît par mail, de façon à ce qu'on puisse, lorsqu'on est lauréat, communiquer auprès d'un large public sur les résultats du palmarès. Également, nous-mêmes, nous ferons donc à partir de demain toute une campagne sur les réseaux sociaux ou autres, sur les résultats du palmarès. Enfin, dans un esprit partenarial, dont on a vu lors de la conférence d'ouverture qu'il est désormais au cœur de nos stratégies, car il n'y a pas d'innovation sans partenariat, nous allons également unir nos voix et nos forces. C'est le sens des actions que nous allons mener cette année en commun avec le SP Pro pour organiser des événements et des after-work et mettre en commun solutions et bonnes pratiques. Je salue le SP Pro pour cette proposition, ainsi que pour le soutien important qu'il donne donc aux actions et au budget de Mediapro. Mais je reviens à la raison de notre présence ici ce soir, le palmarès. Un événement porté depuis sa création par l'association et qui nous rassemble chaque année. C'est d'ailleurs ici, dans les salons des arts et métiers, qu'a eu lieu en 1998 l'Assemblée générale constitutive de l'association Presse Pro, dont je salue et remercie les membres fondateurs présents ce soir. Ce palmarès permet en fait de prendre la température des évolutions de notre profession, mais surtout de réaliser un véritable benchmark des initiatives prises par nos confrères. Cette année, nous avons fait évoluer les différentes catégories pour coller au mieux à nos préoccupations et à l'évolution de nos métiers. Les résultats du palmarès, comme je le disais, montrent que la presse pro n'a pas fini de nous surprendre par son audace et l'originalité de ses dispositifs. Cette audace et le désir d'inscrire le média dans la réalité de ce monde en mutation sont des caractéristiques fortes de l'information professionnelle. Je termine en remerciant le CFC, Centre français de la copie, qui parraine et soutient cette nouvelle formule du palmarès, et nos partenaires de ce soir, qui sont aussi nos partenaires du quotidien, Audience, l'imprimerie Léonce Depré, Sweep, Rakuten Aquafadas, Milibris et Viewpay, avant de saluer bien amicalement la FNPS, sans qui, bien sûr, la FNPS et ses équipes permanentes, nous ne serions pas là ce soir. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très belle soirée. Excusez-moi, les petites fiches qui s'embrouillent, c'est toujours un petit peu délicat. Alors, qui dit palmarès dit bien sûr des personnes habilitées à pouvoir juger les prix qui ont été présentés, les dossiers plutôt, s'il ne s'agit pas encore de prix. Et je vous propose de découvrir la vidéo des membres du jury de cette édition 2018. Alors, première catégorie ce soir que nous allons récompenser, c'est celle du meilleur édito. Chaque catégorie en fait est parrainée par un partenaire, et le premier que j'invite à venir me rejoindre sur scène est Monsieur Jean-Yves Coatanouan, qui est dirigeant de la société Sweep. Si vous voulez bien me rejoindre, s'il vous plaît. Merci. Alors je précise pour vous, descendez, de toute façon, vous êtes dans la lumière. Vous voulez être dans la lumière, c'est normal, mais c'est un peu jaune. Pas forcément, s'il vous plaît. Je précise juste pour ceux qui se succéderont à la tribune, nous allons montrer à chaque fois la vidéo des différents dossiers nominés. Ensuite, les lauréats viendront récupérer leur prix et nous céderons la parole 2 minutes aux partenaires pour qu'ils nous fassent un peu exposer les raisons de leur engagement. Donc tout de suite, écoutez, je vous propose de découvrir la liste des premiers dossiers nominés pour cette catégorie du meilleur édito. Dans la catégorie édito, les nominés sont IT for Business, Marketing et Turies Gastronomie Magazine. Et le grand prix est attribué à Marketing. En offrant à Macron l'inattendu mandat de produit de l'année, Héloïse Cohen a parfaitement mis à profit l'édito du mois de mai dernier. Le jury a tenu à récompenser sa capacité à marketer son sujet grâce à un traitement de l'actualité présidentielle parfaitement adapté à ce média professionnel.
En comparant la campagne du jeune élu à la stratégie gagnante d'un produit fraîchement lancé sur le marché, la jeune rédactrice en chef, intronisée l'an dernier, signe un édito aussi pertinent qu'impertinent. Alors on peut applaudir Marketing et vous êtes très excité à l'idée de venir nous rejoindre, mais si vous pouvez juste attendre que je vous appelle, c'est plus pratique, ça permet juste... Vous voulez que je redescende ou maintenant que je suis là, j'y reste? On se fatigue à organiser toute la cérémonie, alors si chacun fait comme il veut, on va être perdu, je vais être perdu. Bah pour les autres, on saura quoi. Je plaisante. Alors, Héloïse, ce qui nous a intéressé, les membres du jury, auquel j'ai pu assister en observateur, c'est la justesse avec laquelle en fait, vous avez réussi à analyser un phénomène qui, par fausse putibonderie, je vais dire, a choqué quelques détracteurs du milieu de Macron pendant la campagne présidentielle, qui s'offusquaient que le marketing soit aussi présent dans sa campagne. Or, il suffit de regarder un petit peu quand même les démarches de chacun pour se rendre compte qu'il y a bien longtemps que le marketing n'est pas aussi sale qu'on veut bien le penser, aussi, notamment dans la politique. Ben voilà, vous l'avez bien résumé. En effet, ce qui était assez étonnant, c'était de montrer en fait la dichotomie quand il s'agit de la sphère publique et quand il s'agit de la sphère privée, et en fait, en quoi est-ce que c'était un problème qu'un candidat à la plus haute fonction publique, en fait, utilise des ficelles marketing, donc plutôt qui sont normalement réservées à la sphère privée pour justement accéder à ses ambitions électorales. Et vous notiez dans votre édito que les politiques seraient bien inspirés à la limite de se montrer aussi audacieux qu'Emmanuel Macron dans justement la façon qu'il a eu d'utiliser un peu ces nouvelles techniques, marketing, communication. Exactement, oui. Persister et signer un an après. En effet, oui, exactement, de s'inspirer un petit peu de ce qui est fait en fait, dans d'autres secteurs et notamment dans les entreprises pour en fait améliorer leurs pratiques. Moi, je venais d'un autre média du groupe Editorialiste qui s'appelle Chef d'entreprise et du coup, ça m'avait également conforté dans cette conviction. Et je voulais juste quand même dire un petit mot. Les éditos, c'est vrai que c'est un travail personnel, mais c'est aussi le reflet d'une équipe. Et moi, je tenais à remercier vivement la mienne, qui travaille à mes côtés depuis maintenant plus d'1 an. Floriane Salle, Clément Fage et Mégane Jansou, qui nous permettent de faire un aussi beau travail tous les jours, et dans notre magazine et sur notre site internet. Voilà, merci beaucoup. Eh ben, on s'associe à vous pour féliciter, voilà. Non, on va rester encore un petit peu. Non, je vous chasse pas, vous restez. Pour la photo, vous êtes tous les deux. Voilà, Jean-Yves, c'est à vous. Merci beaucoup, les amis. Est-ce que vous pouvez nous dire donc 2 mots un petit peu sur l'activité de votre société, Philippe, et sur la relation que vous avez avec ce palmarès? Notre relation avec le palmarès date déjà depuis quelques années, puisqu'on est partenaire depuis au moins 3-4 ans. On est un éditeur de logiciels qui s'appelle Sweep, qui est un système collaboratif éditorial qui permet aux rédactions d'organiser la production des contenus pour le print et pour le numérique. Et si on est là ce soir, c'est parce qu'on croit fermement qu'il y a encore beaucoup à faire pour aider les éditeurs à optimiser les process et à muter vers le numérique avec les équipes en place, et avec d'autres évidemment. Très bien. Donc voilà, donc peut-être juste notre actualité brûlante. Voilà, actualité brûlante, c'est une nouvelle offre, une offre packagée qui va être présentée pour la presse pro et qui va permettre la production évidemment du print vers les réseaux sociaux, vers le web, vers les newsletters et ainsi de suite, mais aussi la production d'applications digitales avec notre partenaire Rakuten Aquafadas, ici présent, et donc une offre qui va permettre à tous les éditeurs, quelle que soit la taille, de réaliser eux-mêmes des applications digitales de 2e génération. Donc venez nous voir, on va vous expliquer un petit peu tout ça, c'est des perspectives extrêmement sympas pour vos lecteurs et vos annonceurs. Merci beaucoup, Jean-Yves. Deuxième catégorie de cette soirée, celui du meilleur article. Et je vais demander à Marc Leprat, directeur général de FIUP, de bien vouloir me rejoindre à son tour sur scène, pendant qu'on découvre la vidéo des nominés de cette catégorie. Dans la catégorie articles, les nominés sont
La France agricole, IT for Business et Stratégie. Et le grand prix est attribué à Stratégie. La plume est une belle arme. Dans cet article, Delphine Le Goff a manié la sienne avec brio pour lancer une offensive contre la dérive du vocabulaire interne de la com. Citant un lexique au confluent du business et de la guimauve, fort justement baptisé le bise ou nours, cet article de Stratégie analyse une tendance qui, au-delà de la forme, traduit un fond nettement plus inquiétant entre réelles problématiques de recrutement et environnement pas si chantant. Une enquête approfondie, un sujet inédit et un buzz applaudi par le jury. Voilà, félicitations à Stratégie. Vous pouvez applaudir et demander à Gilles Vivaud, rédacteur en chef de Stratégie. Je dis rédacteur en chef, j'ai pas sûr envie de dire, je vous en prie, regardez-moi. Chief Happiness Officer, je sais pas si on peut dire ça aujourd'hui. En l'occurrence, donc surtout Delphine Le Goff, oui, Delphine, l'auteur de l'article. Moi, je peux vous en présenter en même temps. Merci beaucoup. Alors Gilles et Delphine, l'intérêt et une des particularités de la presse professionnelle, qu'on sous-estime d'ailleurs un petit peu de temps en temps quand on y travaille, c'est de titiller un petit peu l'univers dans lequel on évolue. Or là, avec ce sujet, vous êtes allé justement un peu gratter le monde des communicants qui passent leur vie à faire des très belles choses, mais aussi à créer des langages, des formules pour les enterrer un an après, hein, histoire de conceptualiser une idée. Est-ce que vous avez eu du mal à recueillir des témoignages de la part de gens, puisque le sujet se moque un petit peu quand même de cette novlangue, comme vous le disiez. Est-ce que c'est un sujet qui a malgré tout réussi à faire sourire les interlocuteurs que vous avez? J'espère que ça a réussi à faire sourire. C'est vrai que nous, ce qui nous a donné l'idée au départ, c'est un certain nombre de communiqués, d'interviews qu'on pouvait faire. On s'apercevait qu'on ne parlait plus de talent, de collaborateurs, mais de talent, qu'on parlait de bienveillance, un petit peu à tort et à travers. Donc ça nous a interpellés. On a eu envie de faire un sujet un peu moqueur, mais suffisamment étayé en appelant des sociologues aussi, pour avoir un avis un peu surplombant sur ce phénomène, pour voir ce qui se cachait effectivement derrière ce déluge de guimauve. Alors qu'est-ce qui se cache? C'est une guerre totale, celle du recrutement, et aussi parfois une violence au travail. Le monde de l'entreprise, il faut le rappeler. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'a dit aussi le jury, c'est les performances quand même de l'article, qui a été assez bien, qui a enregistré en tout cas des scores de vues plutôt élevés. Oui, l'article a très bien marché, très bien fonctionné, mais moi je trouve que ce qui est surtout intéressant, c'est que ça rappelle que le journalisme, pour continuer à exister dans le monde où le contenu est partout, il doit être créatif, il doit être innovant. C'est exactement l'idée de cet article, avec un point de vue un peu décapant, un article qu'on trouve nulle part ailleurs, et c'est vraiment l'idée du stratégie qu'on porte aujourd'hui, en fait, d'être différent, d'être innovant. Eh ben, encore bravo, je vous demande de les applaudir. Parfait, c'est à vous. Jean-Marc, je vous en prie. Si vous pouvez nous donner aussi un peu quelques éclairages sur l'action que mène Viewpay aujourd'hui dans ses activités. Oui, alors moi j'ai préparé un petit papier, une petite aide, parce que je peux être très bavard. Ceux qui me connaissent le savent. Et donc je sais que le temps nous est compté, donc on va aller rapide. Et comme c'est la première fois qu'on se présente ici, devant vous, je voulais quand même être un peu précis. Donc Viewpay, c'est une société que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui a pour vocation en fait d'aider les éditeurs de presse à générer des revenus dans le digital. Pour ça, en fait, on a 3 points. On estime que la première chose, c'est de recréer de la valeur au contenu éditorial, qui a été gratuit, donc du coup, en fait, perçu comme sans valeur, alors que véritablement, il y a un vrai travail derrière. Monétiser les internautes qui viennent, en fait, lire vos articles, et qui sont, en fait, que je vais qualifier de touristes, si vous me le permettez. C'est-à-dire des gens qui passent et qui ne connaissent pas nécessairement vraiment bien votre journal, mais de les monétiser de manière respectueuse. Et donc tout ce qui a été dit précédemment était intéressant sur les valeurs qui sont importantes, les défis qui ont été importants, et on apporte beaucoup de réponses en fait à ces défis. Donc je serais ravi de vous présenter tout ça en tête-à-tête après.
troisième point, c'est de pousser les lecteurs les plus réguliers en fait, à s'abonner. Donc les pousser vers le tunnel de conversion, en fait, vers l'abonnement. Nous, on vient du digital. On existe depuis 5 ans. On travaillait qu'avec des pure players. On est nous-mêmes un pure player. Et donc, du coup, je pense qu'on a beaucoup de choses d'intéressantes à vous apporter, puisque vous êtes dans une transformation digitale. On vient même, en fait, à l'origine du jeu vidéo. Donc, on vous expliquera ça plus précisément. En tout cas, parmi les défis qui ont été évoqués, les principaux, moi, que j'ai retenus, et sur lesquels on apporte vraiment des réponses, le premier, c'est l'expérience utilisateur. Faire en sorte que les utilisateurs ne se sentent pas floués dans la manière dont on s'adresse à eux, même lorsqu'on fait de la publicité. Et là, en l'occurrence, les adblocks posent un souci pour vous. Ils n'en posent pas pour nous. Nous ne sommes pas adbloqués dans la manière dont nous faisons les choses. Générer des revenus par la publicité. Aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on travaille avec plus de 30 éditeurs de presse. Et on a généré en moyenne des revenus qui sont de l'ordre de 50 € du 1000. Donc pour ceux qui sont un petit peu habitués aux rémunérations publicitaires, c'est, je dirais, 2,5 fois plus élevé que le prix de vente en fait, d'un TF1 ou d'acteurs de presse. Donc ça, c'est la rémunération pour les éditeurs. Et dernier point, c'est pousser les utilisateurs vers l'abonnement. Et on sait à quel point en fait, c'est important pour vous de générer l'abonnement, donc en fait c'est un vrai sujet pour nous, et on a des offres en fait sur tout ça. Donc on peut vous aider sur ces sujets-là. Il y a Jeff qui est juste à côté de moi là, et qui se montre. N'hésitez pas à venir nous voir, on a beaucoup de choses à vous raconter. Merci beaucoup, et bravo à Stratégie. Est-ce que Jeff peut monter sur l'estrade juste 2 secondes pour être mieux vu? Peut-être, non? Oui, c'est très bien. Voilà. Attention à la marche. Voilà. Merci Jeff. On enchaîne avec le grand prix de l'enquête ou du dossier. Et pour ça, je vais demander à Olivier Esmiol, responsable de la communication institutionnelle du groupe Audience, de bien vouloir monter avec moi. Et je vous propose tous ensemble de découvrir les nominés de cette catégorie. Dans la catégorie enquête ou dossier, les nominés sont Acteurs publics, La France agricole et Agi Pénal. Et le Grand Prix est décerné à Agi Pénal. Ce dossier pourrait être à lui seul un véritable plaidoyer pour l'activité de l'information professionnelle. Un traitement exigeant pour ses 16 pages dédiées au traitement pénal des viols, extrêmement documenté et porté par une rédaction engagée. En décernant ce prix à Agi Pénal, les jurés ont voulu récompenser l'ambition d'un projet dont on peut également juger la qualité par le nombre d'abonnements qu'il a suscité dans la foulée. Un verdict sans appel. Voilà, on peut applaudir l'équipe d'Agi Pénal. Je vais demander à Louis Pénal, directrice en chef de Pénal, ainsi que Audrey Larsenville, qui est professeur de droit à l'université de Lille 2, chercheur et membre du conseil scientifique d'Agi Pénal et qui a travaillé bien sûr sur ce dossier. Bonsoir mesdames. Allez-y plutôt de ce côté-là, comme ça tout le monde pourra vous voir. Alors je ne vous cache pas qu'en découvrant ce sujet, on pouvait être un petit peu surpris par la qualité avec laquelle, et en tout cas l'étendue avec laquelle vous l'avez traité. On sait qu'en France, et l'actualité nous rappelle, en 2007 nous l'a rappelé énormément, suite aux affaires Weinstein, mais il y a tous les jours malheureusement des drames liés au viol et aux délinquants sexuels. On se rend compte que c'est un sujet qui est relativement tabou encore en France, et que pour bon nombre de médias, c'est des sujets qui peuvent parfois être un peu casse-gueule. On se rend compte que pour vous, qui prenez avec un aspect juridique, donc qui vous offre peut-être une neutralité que d'autres n'ont pas, vous avez embrassé ce sujet de façon globale et très ambitieuse. Et je voulais savoir si c'était une première ou si, en tout cas, la façon dont vous avez travaillé, parce que vous avez travaillé avec un groupe d'experts aussi pour le monter. Comment est-ce que la construction de ce sujet s'est faite finalement? Oui, alors en fait c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que c'est une recherche qui est pluridisciplinaire qui était menée par différentes universités, avec des sociologues, des juristes, des psychologues, voilà. Et la rédaction de l'Agi Pénal s'est intéressée à cette recherche et on a souhaité, en collaboration, publier les principaux résultats. On trouvait
trouvé que le sujet valait le coup de cet engagement, vous l'avez souligné. En plus, il y a une démarche assez ambitieuse, c'est-à-dire que ce rapport, en tout cas ce dossier, vous souhaitiez qu'il serve justement de réflexion pour les politiques, une réflexion sociologique, politique, auprès de la société civile, pour prendre connaissance un peu justement de... Oui, je vais donner la parole à Audrey d'Arsonville qui a coordonné un petit peu cette recherche, qui saura mieux répondre. Moi, je voudrais simplement d'abord rappeler que c'est à la base, et c'est ce que Maud a dit, c'est une étude collective qu'on a montée sur 2 facultés, la faculté de Lille et la faculté de Nantes, et il s'agit de faire une véritable enquête de terrain sur le traitement judiciaire du viol sur le ressort de Nantes et sur le ressort de Lille. Et en effet, l'idée était, sur une étude qui a duré quand même 3 ans, d'essayer d'apporter des éléments juridiques et sociologiques sur la prévention de l'infraction de viol auprès de 2 juridictions. Donc c'est un énorme travail qui a été mené, avec un gros rapport qui a été rédigé, et c'est vrai qu'on remercie très très sincèrement Dalloz et bien sûr Maud Léna, parce qu'ils nous ont soutenus dans la démarche, ils ont accepté de publier, et vous l'avez dit, c'est un dossier qui était quand même compliqué pour un rédacteur à porter, et vraiment un grand merci de nous avoir soutenus dans cette démarche. Félicitations, vous êtes assez mérité. Voilà, Olivier, vous avez la parole pour quelques minutes. Les pense-bêtes sont un petit peu justement l'engagement d'audience auprès de la presse professionnelle. Les pense-bêtes sont autorisées, donc je vais faire court avec. Oui, la présence du groupe Audience, qui est le référent social de la presse et les médias, est une évidence auprès du palmarès Média Pro, car notre vocation est bien d'accompagner tous ceux qui mettent leur expertise et leur talent au service de l'information et du savoir. Puis je peux dire que aussi nous sommes particulièrement heureux d'être présents ce soir, car il y a une relation affective qui s'est tissée de longue date avec la presse professionnelle et le groupe Audience. Sa raison d'être, justement, le groupe Audience la trouve dans sa dimension professionnelle, sa connaissance des enjeux de la filière, et puis une offre de services social et assurantiel unique qui lui confère une vision 360 de la personne et des entreprises. Retraite, santé, prévoyance, médicale, prévention, action sociale. Audience est bien votre compagnon de route et puis la maison qui rassemble tous les talents, toutes les compétences. Son ambition, c'est bien de donner de l'avenir à vos métiers, de sécuriser les parcours professionnels, et puis également de concevoir une protection sociale pérenne et innovante, à l'instar des régimes santé et prévoyance que nous gérons pour les journalistes rémunérés à la pige. Nous avons accompagné la branche dans les récentes évolutions de votre protection sociale. Je pense à la généralisation santé, à la responsabilisation des contrats collectifs notamment. Alors, les enjeux pour la protection sociale comme pour votre profession sont nombreux, je pense aux réformes à venir, et je sais que nous aurons à cœur de résoudre ensemble tous les défis pour préserver un édifice social qui s'est construit sur la base du dialogue et du paritarisme et qui est parfaitement adapté à la réalité du terrain et à vos besoins. Merci à vous. Alors n'hésitez pas, ceux qui montent sur scène, de vous présenter au centre de l'estrade. Vous avez la chance d'occuper la scène, profitez-en. La catégorie suivante est celle de l'identité graphique, et je vais demander à Léonce Antoine Després, directeur général de l'imprimerie éponyme. Léonce Després, de bien vouloir m'accompagner pour la remise de ce prix. Et je vous propose de découvrir ensemble quels sont les nominés. Dans la catégorie identité graphique, les nominés sont Marketing, Stratégie et Turiès Gastronomie Magazine. Et le grand prix de l'identité graphique est attribué à Marketing. Voilà une qui a du chien. Il vous suit partout, titre la publication. Tel un bon toutou, le programmatique et non programme pour tic était au cœur de ce numéro de Marketing. Avec son air cabochard et son œil masqué, le parallèle entre le sujet de cette photo et celui qui l'incarne est troublant. Ça ne suffira pas à faire de la data le meilleur ami de l'homme, mais de cette couve, la meilleure identité graphique de l'année. Félicitations à l'équipe du marketing. J'invite à venir me rejoindre, oui, cette fois-ci, si vous voulez bien. Ainsi que Catherine Soulier, responsable graphique, et Simon Leprat, directeur du Mode Business. Je vous en prie. Alors les amis, on sait très bien qu'une une, elle est faite justement pour émerger parmi la totalité des titres qui peuvent exister.
Là, vous avez quand même réussi votre coup, hein, un chien qui parle qui est censé représenter en tout cas le programmatique. Pour avoir traité du programmatique et avoir travaillé pour des titres qui cherchaient à l'illustrer, je peux vous garantir que c'est une vraie galère d'illustrer ce sujet. C'est un sujet déjà très compliqué à comprendre pour ceux qui ne le maîtrisent pas complètement, parfois compliqué à restituer par écrit. Alors à illustrer, c'est l'enfer. J'imagine que vous étiez confronté à cette problématique et jouer finalement le second degré et un peu l'humour avec cette une, c'était le bon pari. C'est d'autant plus vrai pour... On a rapproché le micro, s'il vous plaît. Non, il marche, mais il faut rapprocher. Alors effectivement, le programmatique, c'est pas fantastique du tout, et c'est encore plus vrai pour une graphiste. Et donc il fallait forcément prendre un peu de distance pour essayer de rendre un peu palpable le... Rapprocher un tout petit peu. Pour rendre un peu palpable le sujet, de le rendre un peu concret. Et est-ce que c'est une idée qui s'est imposée d'elle-même, ou est-ce que vous avez galéré une nuit et finalement vous êtes dit on va prendre quelque chose de complètement fou pour essayer de le changer ou dès le départ vous y étiez dit on va... Je ne ferai pas je peux pas refaire l'histoire de la couve, mais effectivement, en marketing, on aime bien faire des trucs un peu fous et original. Eh ben, on a pas mal d'humour. Parfait, bravo à vous. Vous pouvez les applaudir. Félicitations. Alors, Léon, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, vous, votre éclairage sur cette présence en soutien du palmarès Média Pro et présenter un peu votre imprimerie, votre activité? Bonsoir. Le centre, je vous en prie. Profitez de ça. Ça a beaucoup de chance qu'on soit en fait partenaire de ce palmarès de la presse professionnelle, parce qu'en fait on est un partenaire historique de longue date de beaucoup d'éditeurs de presse pro, puisqu'on imprime, on façonne, on route sous le même toit des magazines allant de 2000 à 200 000 exemplaires. Et on est d'ailleurs l'imprimeur routeur de Editionis, donc de Marketing Magazine. Donc ça avait du sens d'être là. Voilà. Eh bien, très bien. Merci beaucoup. Alors dans la presse, il y a des moments de la vie chez les éditeurs cruciaux. Quand il s'agit d'un lancement, d'un titre ou d'un relancement, et c'est le prix qu'on va remettre à l'instant. Je vais demander à Olivier Aluis, directeur général de Rakuten Aquafadas, pardonnez-moi de bien vouloir me rejoindre. Et nous, on va en profiter pour découvrir la vidéo différents nominés. Je vous en prie. Dans la catégorie lancement ou relancement, les nominés sont l'AGFI Hebdo, Artisan et Stratégie. Et le grand prix du lancement ou relancement est attribué à l'AGFI Hebdo. Une chose est sûre, l'AGFI ne fait pas son âge. Depuis 2005, où elle offre une seconde jeunesse à son quotidien en passant de l'imprimé au numérique, tout en pariant sur une édition papier hebdomadaire, l'AGFI inverse la courbe du temps. Avec une nouvelle formule en 2017 pour ce magazine, elle continue sur sa lancée. Grâce à une maquette plus ouverte et plus illustrée et une version digitale reliftée, l'agence économique et financière et ses 107 printemps a toujours l'air d'une jeune fille. Voilà, sous vos applaudissements, je vais demander à Alexandre Garbédian, Valérie Bollon et Vincent Jeter de bien vouloir nous rejoindre, s'il vous plaît. Alors, une formule est souvent plus utile qu'un long discours. Finalement, l'AGFI, on pourrait dire qu'une paper, you trust. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, une paper we trust, mais on a quand même réfléchi aux dimensions web du projet. Parce que l'AGFI Hebdo, quand il a été lancé en 2005, il s'inscrit toujours dans un dispositif éditorial qui comprend aussi un site web, agfi.fr, et un quotidien, historique de l'AGFI, qui est un produit électronique également depuis 2005. Une plateforme depuis l'an dernier, ou de 2 ans, une plateforme, puisque vous avez lancé une plateforme aussi, il me semble. Oui, on avait aussi refait le site en 2005. Il y a d'autres produits de presse. Et donc, la relance de l'hebdo, elle a aussi consisté à mettre encore plus en cohérence ce dispositif dans le traitement de l'information.
et accroître la chambre d'écho entre ces différents supports. Donc dans la GFI Hebdo, il y a du contenu qui vient du web. Il y a beaucoup d'articles qui renvoient vers des contenus web, la partie communautaire. Et on a refait une version digitale qui n'est pas simplement un magazine PDF, mais une vraie version augmentée où on a des liens vers des vidéos, vers des études qui sont citées dans les articles, où on trouve des articles plus longs en un clic. Vous pouvez nous donner quelques indices de performance Il y a un indice qui est intéressant dans cette logique-là, justement, c'est le taux de consommation de la version digitale. Il y a un an, il y avait 1 lecteur sur 4 qui consultait la version digitale, alors ce qui n'est pas exclusif d'une lecture papier, évidemment, hein. Et 1 an plus tard, c'est 1 sur 2. Voilà. Donc, merci à tous, au nom de toutes les équipes de la GFI qui ont travaillé sur ce beau projet. Écoutez, on s'associe. Bravo. Et nouveau photographe. Il y a toujours un peu plus. Olivier, c'est à vous. Si vous voulez dire 2 mots un petit peu sur Rakuten Aquafadas, effectivement. Bien sûr. Donc je vais vous parler de l'actualité pour la société Aquafadas, donc maintenant Rakuten Aquafadas, puisque l'année dernière, donc au mois de juillet, nous avons intégré en tant que filiale européenne la société Rakuten. Alors un petit sondage qui connaît la société Rakuten. Je vois peu de mains, mais quand même assez significative. La société Rakuten est une société internationale, l'un des leaders des services informatiques et digitaux. En fait, historiquement, c'est une société qui fait du e-commerce au Japon, c'est Amazon japonais, mais qui a beaucoup étendu ses activités à l'international. Donc dans le e-commerce, par exemple, en France, c'est aujourd'hui Price Minister, aux États-Unis, c'est eBay. Ce n'est pas que du e-commerce, puisqu'elle a aussi développé des solutions dans le domaine bancaire, assurance. Donc c'est par exemple le numéro 1 de la carte bleue au Japon. Et elle lance un service bancaire en Europe depuis cette année. En fait, l'année dernière, elle a acheté les licences. Vous allez voir arriver l'ensemble des services bancaires proposés par Rakuten maintenant en Europe. Et troisième pôle d'activité, c'est aussi le média et la communication. Et là, la liste est très longue. Et vous connaissez sûrement, par exemple, dans le domaine du livre numérique, vous connaissez Kobo, vous connaissez peut-être Overdrive, vous connaissez dans le domaine social peut-être l'application Viber, vous connaissez peut-être également Rakuten TV qui produit de la vidéo à la demande, et maintenant Aquafadas qui intègre la division médias et communication. Nous sommes très fiers chez Aquafadas d'intégrer une des entreprises qui a été nommée l'une des entreprises les plus innovantes depuis plus de 10 ans. Dans le top 30 du classement Forbes, elle est apparue depuis les 10 dernières années. Et donc nous intégrons en tant que centre de recherche et développement et de production de solutions numériques et digitales Rakuten Aquafadas. Donc l'intérêt pour nous et pour vous, ça va être de pouvoir intégrer dans nos solutions Aquafadas l'ensemble des solutions, enfin une partie des solutions et de l'écosystème Rakuten. Par exemple, c'est des services de fidélisation à travers toute l'expérience qu'a Rakuten de fidélisation de plus de 90 millions de consommateurs au Japon. C'est aussi toute l'expérience de Rakuten Marketing qui va permettre d'apporter des solutions pour la commercialisation et la monétisation de solutions. C'est l'intégration de nouveaux types de contenus avec l'expérience vidéo de Rakuten, etc. C'est aussi l'établissement de partenariats, et Rakuten est partenaire innovation du Football Club de Barcelone. Il est aussi partenaire d'innovation de la tournée de Shakira. J'espère que ça va l'aider à lui retrouver la voie très rapidement. Qui connaît Shakira, Vincent ? Qui connaît Shakira ? Le FC Barcelone ? Donc effectivement, voilà, ça apporte beaucoup de perspectives. Donc ça, c'est une première actualité. Et la deuxième actualité très importante pour nous tous ensemble ce soir, c'est effectivement ce partenariat que l'on lance avec Sweep. Dans la grande tradition aussi de Rakuten, de créer des partenariats pour donner des outils à nos clients. Et donc l'objectif du partenariat avec Sweep, c'est de pouvoir vous fournir, pour la presse pro, un outil ciblé à la presse pro qui va permettre de centraliser à la fois la production de contenu pour la presse et le numérique, et de bénéficier de toute l'expérience de Sweep et d'Aquafadas pour produire des applications de nouvelle génération et de produire du contenu
que vous diffusez dans des applications de nouvelle génération. Donc, nous sommes très contents d'annoncer ça ce soir. Donc venez nous voir, parce que nous allons proposer ça à prix canon. J'ai beaucoup entendu ce soir parler de transformation. La transformation va se faire avec des outils qu'on va mettre à votre disposition pour réussir la transformation numérique. Et avec Sweep, on a vraiment l'ambition de vous apporter cette solution et de pouvoir dans le futur y ajouter tout l'écosystème et le bénéfice de l'écosystème d'une société internationale comme Rakuten. Venez nous voir, vous verrez, c'est à prix canon. Merci. Merci. On va passer maintenant à l'univers digital avec le Grand Prix des réseaux sociaux. Je vais demander à Jean-François Lattier, dirigeant de Lattier Consulting, de bien vouloir nous rejoindre pour remettre ce prix, pendant qu'on découvre la vidéo présentant les nominés de cette catégorie. Dans la catégorie stratégie réseaux sociaux, les nominés sont Acuité, l'hôtellerie-restauration et stratégie. Et le grand prix de la stratégie réseaux sociaux revient à Acuité. Acuité voulait faire de l'œil aux opticiens et aux professionnels de l'optique. Alors pour donner corps à cette opération séduction, il a jeté son dévolu sur Acuiman, un personnage chargé de rebondir sur les réseaux sociaux à propos d'informations parues sur ce site dédié à l'actualité du secteur. Acuiman n'a beau avoir qu'un œil, il a visiblement le compas dedans, puisque ses posts ont permis de multiplier par 2 les interactions d'Acuité avec sa communauté et de taper dans l'œil du jury. Bien vu. Bien vu, effectivement, je propose de les applaudir. Je vais chausser mes lunettes. C'est d'actualité pour appeler Mathieu Landet, Sébastien Bonan et Philippe Sadoun, qui ont participé à la création de cette Acuiman. Bonjour, messieurs. Jean-François, je vous demandais, puisque vous avez participé au jury, de bien vouloir expliquer un peu à l'assistance les raisons pour lesquelles, effectivement, il y a eu cette décision de primer Aquitaine, l'originalité du concept. Alors, pourquoi? Bon, j'ai eu en effet le plaisir de participer, le plaisir et l'honneur de participer au jury. Il y a eu un certain nombre de prix sur lesquels ça a été débattu. D'ailleurs, ça a toujours été débattu, mais il y a eu, je crois, une forme d'unanimité, pour ne pas dire une unanimité soviétique de la grande époque pour votre projet et votre réalisation. Alors, pourquoi? Je crois parce que c'est quelque chose de malin et d'adapté. Hein, c'était peut-être pas évident d'aller sur Facebook pour un public professionnel, et vous l'avez fait parce que les opticiens sont en grande partie dans une classe d'âge qui est sur Facebook. C'était économique et réactif, je dirais, ce que vous avez fait. Hein, je crois que vous l'avez fait finalement avec peu de moyens et en pouvant l'adapter très très vite. Et surtout, derrière, c'est ça je crois ce que tout le monde cherche, c'était efficace, puisque vous avez eu des taux d'engagement qui ont été multipliés par plus de 2,5 par rapport à vos autres postes, et que vous avez plus que doublé vos fans durant cette période. Voilà. Et je finirai par dire que c'est, comme on dit en américain, un peu scalable, puisque je crois que cet Acuiman va pouvoir vivre au-delà de Facebook et va devenir un peu votre mascotte. Voilà. Donc bravo. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, hein? Un petit peu quand même, j'espère. Déjà, merci au jury de Mediapro. Merci aussi à toute l'équipe d'Acuité qui a participé à l'Acuman, parce qu'il y a beaucoup de monde. Patrick, Marine, Leslie qui sont pas sur scène. Oui, c'est vrai que c'était important. Vous parlez du côté, il faut être malin. Les réseaux sociaux, c'est ça. Il faut trouver la stratégie qui convient. Je pense que chaque média peut réussir sur les réseaux sociaux. Ça ne veut pas dire qu'il faut copier, ça ne veut pas dire qu'il faut vouloir gagner plus de likes. Nous, l'objectif, c'était l'engagement, et vu ce qu'ont dit les invités ce soir sur l'engagement, je pense qu'on ne s'est pas trompé. Donc voilà, merci beaucoup. L'originalité vient du fait que vous réagissiez souvent sur des sujets d'actualité. Ce n'était pas simplement la filière des opticiens, hein. C'est-à-dire que vous étiez capable justement de créer des posts en fonction de l'actualité. Tout à fait, effectivement. Donc, il y a une grosse part de créativité et d'imagination avec Acuman. Moi, en tant que journaliste pour le site d'Acuité, effectivement, donc, on se base sur un sujet d'actualité, un sujet important, sur lequel, effectivement, on va interagir avec notre lecteur
au niveau des réseaux sociaux. Donc on poste sur Facebook et Twitter le visuel Acumen que l'on a retravaillé. Et ensuite, de cette manière-là, les acunautes peuvent facilement poser des questions et échanger avec nous. Eh ben bravo à toute l'équipe, félicitations. Bravo à tous. Là, on va enchaîner avec la catégorie des initiatives événementielles, et d'autant plus d'actualité que M. Charon répétait tout à l'heure lors de la conférence que finalement les éditeurs de presse professionnels avaient depuis très longtemps utilisé l'événementiel comme étant une ressource pour accroître leurs revenus et développer leurs activités. Donc on peut se dire, comme je mentionnais le début des années 70-80, écoutez, 30 ans après, on se rend compte qu'il y a encore des initiatives totalement innovantes et bluffantes, et vous allez voir avec le lauréat qui sera découvert à l'instant, que finalement il y a des choses qui sont vraiment totalement étonnantes et que le jury a voulu célébrer. Pour remettre ce prix, j'ai demandé à Florent Naudin de Milibris de bien vouloir me rejoindre, partenaire de ce grand prix, et puis je vous propose de découvrir les nominés. Dans la catégorie initiative événementielle, les nominés sont Assistante Plus, Dalloz IP-IT, le chef BR à Tendance Restauration et la Tribune. Et le grand prix est décerné à Dalloz IP-IT. Alors que biotechnologie, cybersécurité et intelligence artificielle sont au cœur de bien des préoccupations, ils se sont retrouvés au centre de plaidoyers bien particuliers. Derrière la barre des accusés le 22 juin dernier, des biorésistants étaient jugés pour avoir hacké des cornets artificiels. Il ne s'agit pas du dernier épisode de la série Black Mirror, mais bien de l'incroyable scénario d'anticipation mis sur pied par les éditions Dalloz. Une initiative jugée gagnante pour son audace, sa qualité et son succès. Voilà, vous pouvez applaudir très fort cette initiative. Je demande au sein de l'équipe Dalloz, Stéphane Prévost, Françoise Barbier, Gérard Haas, Camille Sadjarn, Dessabé, Rémus Cancel et Patrick Vernon de bien vouloir me rejoindre, s'ils sont tous là. Alors écoutez, autant le dire tout de suite, le jury a été complètement bluffé par finalement la nature de l'événement et le succès, puisque c'est quand même un événement qui a été suivi dans des proportions assez étonnantes. Première question simplement, c'est comment est-ce que vous êtes parvenu à monter finalement cette opération de justice-fiction et notamment de convaincre le palais de justice de Paris d'avoir la possibilité d'utiliser une salle du palais pour pouvoir mettre en œuvre ce dispositif? Alors comment, vous le voyez, c'est illustré avec toutes les équipes qui ont participé à ce projet. On a réussi à convaincre ces personnes en mobilisant à la fois des magistrats, des avocats, et principalement aussi avec l'initiative de Maître Haas, qui nous a réunis pendant des mois, pendant des semaines dans son cabinet, et on a innové, on a réfléchi avec lui, avec les équipes de Camille Steinorm, de chez Dalloz, l'équipe de Dalloz IP-IT, et c'est des centaines d'heures de travail autour de ce procès. Et on a été suivi également par le procureur général près la Cour d'appel de Paris, qui n'a pas hésité à aller sur un sujet qui était quand même très décalé de ce qu'on peut trouver dans le monde juridique. Donc là, c'était notre travail de ne pas non plus trop les brusquer, en étant dans la réalité, dans un futur très proche, mais en même temps pas trop éloigné de ce qui est en train de nous arriver. On en a parlé ce soir. La revue de Dalloz IP-IT en parle chaque mois, donc on est vraiment sur ces problématiques. Le sujet a mis combien de temps en termes de scénarisation à voir le jour? En réalité, il y a beaucoup d'échanges de mails en amont, Gérard en parlera ensuite, mais on a travaillé pendant 6 mois, clairement, et on a affiné des scénarios petit à petit, et ensuite les cabinets d'avocats ont fait un travail extraordinaire. La communication de chez Dalloz a fait tourner des vidéos à des étudiants, notamment, donc c'est l'histoire d'un policier qui a une e-cornée et qui se fait hacker. Et après, l'histoire est de savoir, est-ce que l'homme augmenté est toujours un homme, ou est-ce que c'est une nouvelle catégorie, c'est-à-dire un transhumain. Et donc à partir de là, on a réfléchi juridiquement, mais justement, le Maître Haas va vous en parler. Petit mot de Maître, je vous en prie.
merci à tous. Peut-être que c'est la récompense du courage. 20 personnes se sont mobilisées. Ça a commencé pendant 6 mois, des réunions sans arrêt autour d'une thématique et on a pu organiser le premier procès mondial du transhumanisme. Ça s'est fait à la Cour d'appel de Paris. Derrière ça, ensuite, il y a eu un dossier qui a été mené et qui a eu un très très grand succès. C'est tellement vrai qu'on a même maintenant, on est suivi par on est presque dans Netflix et pour faire du suivi pour des séries chez Netflix. Ça va très très loin puisque cette année, en 2018, nous aurons un deuxième procès du transhumanisme qui s'appelle Carambolage et qui sera une problématique autour d'une voiture de 2017, d'une voiture de 2037 qui est autonome et l'autre connectée, et la question de la responsabilité va être à nouveau posée. Voilà, c'était un événement merveilleux qui a motivé, et au départ on était un peu fous, et finalement la folie c'est peut-être ce qui fait toutes ces équipes aujourd'hui ce soir, et puis aussi le côté des auteurs, parce que d'avocats nous sommes devenus aussi auteurs, et on a écrit, on a plaidé, et peut-être la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que le public nous a dit merci, parce que c'est la première fois que le débat a été posé de manière contradictoire. Et en même temps, quand vous avez parlé, on était d'accord avec vous. Quand la défense a parlé, on était d'accord avec la défense. Et quand les procureurs ont parlé, on était aussi d'accord avec les procureurs. On a fait aussi un vote électronique dans la salle. Et on était déjà dans la justice prédictive. 16 000 vues en direct, c'est ça, le jour de la retransmission du procès? Alors sur le oui, site. il y avait 16 000 personnes qui nous suivaient sur Facebook et 235 personnes, pendant 3 heures, ont suivi tous les débats. Et 280 personnes au sein de la première chambre de la Cour d'appel de Paris. Un événement. Sacré événement, bravo à tous. Florence, vous avez la parole pour nous parler un petit peu de Bilibris. Rapidement, merci. Bonsoir à tous. Autant nous sommes très bien connus en presse grand public, nous sommes moins en presse professionnelle. Nous sommes de très loin numéro 1 en presse grand public avec la presse quotidienne et magazines. Nous travaillons avec de grands opérateurs tels que Orange, e-Presse, SFR Presse, ce qui fait qu'aujourd'hui nous travaillons avec 80% du marché sur la syndication de contenu et la distribution du contenu en version numérique. Autrement dit, 3 PDF sur 4 qui est lu en France aujourd'hui est lu à travers des liseuses Milibris. Nous avons la chance parallèlement de pouvoir travailler avec les acteurs de la presse professionnelle comme LexisNexis, L'Extenso, Global Média Santé, Groupe Profession Santé, mais également Initialis et bien d'autres. Et nous sommes convaincus que la presse professionnelle a une place légitime dans le monde du numérique. C'est pourquoi n'hésitez pas à passer, à m'en parler, il n'y a pas de souci, je vous expliquerai ce qu'on fait en détail. Nous sommes très humbles et très fiers de la confiance accordée par nos clients depuis 2009. Et de cette confiance, nous sommes très reconnaissants. Nous les remercions de nous permettre d'exister depuis tant d'années et par conséquent de participer à la remise de ce prix. Merci beaucoup. On a bientôt terminé, on va passer au prix de la diversification. Et je vous propose de découvrir ensemble, personne ne me rejoint pour ce prix, mais c'est pas grave, je m'en débrouille très bien, la vidéo des différents nominés. Dans la catégorie diversification, les nominés sont Acteur public, CB News et Mesure. Et le grand prix de cette catégorie est attribué à Acteur public. Quand Acteur public a fait le grand saut en passant à la vidéo, il ne l'a pas fait à moitié. La grille de sa web TV n'a rien à envier à bien des chaînes privées, avec un flux de programmes permanent en home et une offre VOD ultra développée. Le média a tout fait pour devenir un acteur incontournable de l'audiovisuel, rendant compte de l'action et des politiques publiques. Une mue qui l'a amené à être comparé au Netflix des médias professionnels, excusez du peu. Félicitations à Acteur Public TV, Sylvain Henry, Bruno Botella. Bravo à vous.
parle depuis tout à l'heure de la transformation des médias. Là, avec la création de cette chaîne, on peut dire que vous l'avez accompli de façon assez spectaculaire. On est frappé surtout par l'étendue finalement de la grille de programme que vous avez réussi à concevoir et les moyens que vous avez quand même investis dans la création de cette chaîne, puisque vous êtes même doté d'un studio interne à la rédaction. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur comment se construit la programmation d'acteurs publics télé? C'est plus qu'une diversification pour nous, c'est quelque chose qui est maintenant structurant à acteurs publics. Et donc tout acteur public, tout le titre est entraîné dans cette aventure télé que nous menons à bien depuis maintenant quelques années. Et nous avons bâti effectivement une grille, parce que comme le disait lors de la conférence précédente Laurent Bérarquella, effectivement dans la Web TV, il ne suffit pas de mettre des vidéos sur son site, il faut clairement bâtir une grille de programme et proposer en continu une programmation, et c'est ce que nous avons bâti à travers des événements que nous couvrons, à travers les émissions que nous enregistrons et que nous diffusons depuis nos studios, et des partenariats que nous faisons pour diffuser un certain nombre d'événements qui intéressent nos lecteurs et donc nos téléspectateurs. Les équipes qui travaillent sur la chaîne sont ceux de l'ensemble du groupe, ou il y a eu des recrutements spécifiques? Non, oui, nous avons des équipes, nous avons des équipes internes, et nous faisons appel aussi à des équipes extérieures, mais nous avons une équipe fixe, nous avons nos propres équipements, nous avons notre studio, nous avons notre matériel pour aller sur des événements, des congrès d'élus ou autres que nous couvrons, de manière à pouvoir diffuser ça sur notre antenne. Et c'est un élément maintenant, comme je l'ai dit, structurant, mais aussi essentiel de notre site internet acteurpublic.com. Quelques informations pour terminer juste sur l'audience sur la chaîne, quels sont les résultats depuis sa création? L'audience de notre site, alors, nous avons une diffusion qui est en continu, c'est-à-dire que nous avons une programmation, donc l'audience, elle ne se calcule pas comme un clic sur une vidéo. Notre site acteurpublic.com, c'est 1,5 million de visiteurs uniques par mois. Donc la chaîne contribue à l'audience, évidemment, et assez grandement l'audience de notre site acteurpublic.com aujourd'hui. Très bien. Écoutez, bravo. Félicitations. Allez, on enchaîne avec le Grand Prix du dispositif annonceur. Je vous propose tout de suite de découvrir quels sont les nominés de la catégorie. Dans la catégorie dispositif annonceur, les nominés sont La France Agricole, Liaison Sociale Magazine et Stratégie. 2 gagnants dans cette catégorie, La France Agricole et Stratégie. Pour s'imposer comme le spécialiste de la lutte contre les limaces, De Sangos a envahi les colonnes numériques de La France Agricole. Avec le titre, ils ont tissé sur la toile un joli plan média. Une couverture éditoriale sponsorisée permettait aux agriculteurs de bien s'armer pour lutter contre ces gastéropodes. Tandis que les bannières implantées en parallèle se chargeaient de faire germer dans l'esprit des lecteurs un plan d'action à base d'applications et de solutions anti-mollusques. 11 pages dédiées à ces ravageurs de culture qui ont fait le ravage escompté auprès du public ciblé. De son côté, pour accompagner La Poste dans son passage à la réalité augmentée, le magazine Stratégie s'est envoyé tout un dossier sur le même sujet. Un thème d'actualité traité avec la même technologie et consultable en 3D grâce à une appli dédiée. Un coup média bien pensé, synchronisé avec le calendrier rédactionnel du magazine qui faisait à l'occasion d'un salon le point sur les applications publicitaires de cette technologie. Le média courrier qui se fait mettre en boîte depuis des années avait tout à gagner à passer à la modernité. C'est chose faite et bien faite. Bravo aux 2 rédactions. Je vais demander pour La France Agricole à Cyril Renaud, Céline Casomont et Julien Riquet de bien vouloir nous rejoindre. Et pour Stratégie, à Gilles Vibo, Ludivine Saint-Yves et Christine Chavanon, s'il vous plaît. Ça fait du monde, forcément, quand il y a des ex-aequo. On va peut-être démarrer avec La France Agricole. Ce qui surprend
de façon un petit peu humoristique, mais ça ne l'est pas du tout finalement, mais c'est sur cette thématique de la limace, c'est le soin avec lequel finalement la France agricole a voulu orchestrer l'étendue de la problématique pour coller finalement à l'étendue de la menace qui pèse sur les récoltes des agriculteurs. Ouais, alors moi j'ai entendu des rires quand on a parlé de limace. C'est vrai que c'est en général la première réaction. De Sangos, nous sommes un groupe, vous l'avez compris, agrofournisseur. Nous fabriquons et nous distribuons des anti-limaces. Notre spécificité, c'est que nos clients ne sont pas les agriculteurs, mais les distributeurs agricoles, donc les coopératives et les négoces, et que le partenariat avec la France agricole s'impose pour nous, pour faire connaître nos produits, mais aussi, j'ai entendu parler ce soir beaucoup de services et d'informations, et c'est vrai qu'au-delà de nos produits, notre valeur ajoutée, c'est de donner de l'information aux agriculteurs et de leur proposer également des services pour accompagner et encadrer leurs pratiques. Voilà, donc je ne vais pas garder le micro trop longtemps, juste vous indiquer qu'effectivement, entreprise agricole, spécialiste de l'anti-limace, leader national de l'anti-limace et partenaire de la France agricole maintenant depuis plus de 10 ans pour pouvoir avoir une chance de communiquer avec les utilisateurs finaux que sont les agriculteurs. Cette année, c'était réussi. Pour la France agricole, quel dispositif est-ce que c'est régulier pour le titre de mettre en place comme ça des opérations aussi étendues? C'est assez récent, donc moi je suis la directrice de clientèle à qui j'ai proposé Céline le projet. Il a fallu un certain temps pour avoir un OK de notre rédaction web pour pouvoir mettre en place un espace dédié sur le site. Mais ils ont dit oui, donc ouf. Et on a essayé de répondre mieux au brief de Céline et de Julien, oui, parce qu'on a vraiment travaillé en trio, tous les trois, sur ce projet. Voilà, c'est pour ça qu'il est là. Et Cyril pour tout ce qui était la partie trafic, bilan, pour donner à Céline les résultats par rapport à son opération. Voilà. Très bien. Écoutez, bravo. Si vous pouvez donner le micro aux réserves de stratégie et de la Poste. Alors c'est vrai que la réalité augmentée, c'est un sujet depuis 2 ans magnifique, on en parle partout, tout le temps. Pour la Poste, c'était un sujet qui vous intéressait parce que ça coïncidait avec le lancement d'un produit. Vous pouvez nous en dire plus sur ce nouveau produit? On lançait à ce moment-là une application sur la réalité augmentée, puisque je n'aurais pas à vous convaincre des intérêts de l'interactivité entre le print et le digital. On est nous aussi sur ces sujets-là, et donc on lançait une application de réalité augmentée au moment du dossier de stratégie. Donc voilà, très très belle opération, et voilà, qui a eu des très belles retombées pour nous, commercialement notamment. Très bien. Pour stratégie, est-ce que c'est une façon de pouvoir jouer un peu avec le magazine de façon un peu originale? Enfin, on s'en doute, mais est-ce que véritablement, en termes de... Vous avez pu enregistrer l'utilisation de l'application dans le magazine, vous avez pu quantifier un petit peu si les lecteurs ont joué le jeu? Alors c'était plutôt côté de la Poste, parce qu'en fait les vidéos étaient hébergées chez la Poste. Alors, en revanche, on a vu l'impact, puisque Stratégie a 47 ans, donc c'est un magazine qui n'est pas tout jeune, et à chaque fois qu'on fait une opération de ce type avec des annonceurs, on voit tout de suite l'impact et les réactions. On nous dit les réactions sont vraiment positives. Puis ça montre aussi la manière de fonctionner entre la rédaction et la régie. En général, à la rédaction, quand la régie vient nous voir avec une OP de ce type, on se dit « Oula, qu'est-ce qui va nous tomber dessus encore ?» Et à Stratégie, parce qu'on fonctionne avec des vraies frontières, parce que la régie sait ce qu'elle peut nous demander, ce qu'elle ne peut pas nous demander, ça fonctionne bien, et à chaque fois, on se lance dans des opérations un peu folles comme ça. Un petit mot de la régie, peut-être? Tout à fait. Et je tiens aussi à remercier la Poste, parce qu'en fait, nos annonceurs nous demandent très souvent d'innover, de changer de façon de communiquer. Et il se trouve que La Poste est un annonceur qui nous demande d'innover tout le temps. Et on a eu cette chance d'innover sur cette opération, sur laquelle on a bien travaillé avec la rédaction, parce qu'on n'aurait pas pu la faire non plus sans la rédaction. Et on commence 2018 toujours en innovant, donc avec La Poste, puisqu'on a lancé lundi notre première émission en direct. Donc voilà, on innove, et on innove toujours avec eux. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site de Stratégie pour visionner donc le replay de cette émission. Voilà, merci. On ne manquera pas, merci beaucoup. Merci à tous.
Parfait, merci beaucoup. Je vais récupérer juste le micro, merci beaucoup. Allez, on arrive avec l'avant-dernière catégorie, on arrive au bout. Patientez encore un petit peu. Alors cette année, dans le palmarès, le jury a décidé de décerner un coup de cœur à un média en particulier pour l'ensemble de sa stratégie globale. Et c'est Corinne Dacosta qui va venir nous rejoindre pour remettre ce prix, dirigeante du Conseil C des études, qui pourra vous dire 2 mots sur les raisons pour lesquelles le jury a adressé ce prix. Et on découvre tout de suite de qui il s'agit. Notre jury a eu un coup de cœur cette année pour le magazine CB News. En développant des rendez-vous éditoriaux et événementiels importants pour la profession, CB News a su se diversifier en rendant hommage aux origines de son acronyme Communication et Business. Le jury a donc tenu à décerner un prix particulier à ce média qui est parvenu à faire évoluer à la fois sa ligne éditoriale et son business model comme un pro de la com qu'il est. Preuve que les cordonniers ne sont pas toujours les plus mal chaussés. C'est le cas de le dire. Je vais demander à Frédéric Noir, directeur de la rédaction, et Xavier Bourdeau, directeur général de CB Média, de bien vouloir nous rejoindre sur scène, récupérer ce prix. Alors, dans tous les prix qui sont décernés, il n'y avait pas de prix coup de cœur au sein de Mediapro, ça manquait, ça nous a manqué pendant toute la réflexion. On s'est dit, ça paraissait évident que c'était CB News. Au fil des dossiers, on se disait, mais quand même, il nous faut un prix coup de cœur parce qu'il y a un titre qu'on n'a pas mis quelque part et on pense que le mérite. Et je suis vraiment très très heureuse de remettre ce prix à CB News. Alors, messieurs, ce prix a d'autant plus de valeur qu'il y a un peu plus de 5 ans, de CB6, même CB News était en dépôt de bilan, et que grâce à véritablement la stratégie de relance que vous avez menée, dont vous allez pouvoir nous expliquer un peu les fondements, aujourd'hui, CB a retrouvé la place qu'il occupait il y a encore pas si longtemps que ça, comme étant un acteur majeur de l'univers de la communication, avec d'autres, bien entendu, celui de nos amis stratégiques. Merci, c'est très touchant. En effet, comme tu le dis, je vais tutoyer, parce qu'on se connaît un tout petit peu. Il y a quelques années, on n'existait plus. On a cru à un moment un petit peu dingue qu'on pouvait réussir à relancer pas seulement un journal, un média. On avait déjà cette idée à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement de la presse, mais il y avait dès le début une idée de digital, d'événements, etc. Ça a pris un tout petit peu de temps pour que cette dinguerie devienne une réalité. Et c'est devenu une réalité, entre autres à cause de Xavier qui est à côté de moi, qui est un garçon qui ne dort jamais. C'est extrêmement pratique, si vous en trouvez un, prenez-en. Parce qu'il travaille tout le temps, et donc ça nous a permis de gagner un temps fou et de développer ce journal qui a toujours gardé l'esprit de son fondateur, parce qu'on a tous quelque chose en nous de Christian Blachas, comme ça j'ai gagné, merci. Il y avait un pari entre nous deux, donc vous avez compris peut-être. Voilà, et on est extrêmement touchés de recevoir ce prix. Merci. Juste Xavier, peut-être rappeler pour ceux qui ne lisent pas régulièrement CB et ses déclinaisons, sur quoi repose aujourd'hui justement la marque CB News en événements, en presse et en... Merci Fred. C'est vrai que quand on l'a repris, moi j'y étais pas d'ailleurs le jour de la reprise, le chiffre d'affaires n'était pas extraordinaire. Il y avait un bon produit, il y avait une bonne équipe, mais bon. Et qu'on a réussi en 4 ans à multiplier celui-ci par 3,5. Alors on l'a réussi par la presse. Ne croyez pas que le papier est mort, c'est pas à moi de vous dire, de dire ça, vous le savez. Le papier a été la base du redéveloppement. La base. Dans le haut de gamme, bien sûr, la base. Puis le digital, puis les events. Et c'est cette trilogie-là qui nous a amené effectivement au redéploiement que vous avez tous pu constater et qui n'est pas prêt de s'arrêter.
Et comme le dit effectivement Fred, si je ne dors pas, lui non plus, retient la nuit. Oui. Parce que lui, il la boucle effectivement la newsletter tous les soirs à minuit. Et ça permet effectivement d'avoir une vraie avance sur quelques concurrents ici présents. Salut la stratégie, bravo de vos... Voilà. Et bravo à Marketing Magazine, aussi e-marketing maintenant. Vous voyez, je veux dire, le secteur de la com, il a encore de beaux jours papier devant lui. Et un bel avenir, on le fera tous ensemble. Ah, vous aviez rajouté quelque chose? Si je vais rajouter un truc, en hommage à Jacques, effectivement, je crois qu'il y a quelques années, on avait créé Presse Pro, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, et on était effectivement sur les fonds baptismaux, et j'étais pas revenu à ce prix depuis 10 ans. Allez, on arrive à la fin de cette cérémonie, et écoutez, une des titres que le jury a innové cette année avec ce coup de cœur. L'innovation encore à frapper, puisque en 2018, Mediapro, le palmarès se transforme avec un grand prix censé récompenser là aussi la vision globale d'un éditeur. Je vais demander à Jean-Christophe Raveau, président de Pic Média et syndicat de la presse professionnelle, de bien vouloir me rejoindre pour remettre ce prix. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir en musique qui est le lauréat de ce premier prix Mediapro. Le Grand Prix Mediapro de l'année est attribué au groupe France Agricole. Avec ce Grand Prix, le groupe France Agricole récolte le fruit d'années de labeur. Grâce à une production éditoriale de qualité, toujours enrichie d'outils pédagogiques particulièrement utiles dans un univers en constante mutation, il a su cultiver une relation de proximité avec son lectorat sur l'ensemble de ses titres. Résultat, un terrain fertile, jamais laissé en jachère, de quoi faire de cet habitué des palmarès de Mediapro le grand gagnant de cette année. Je vous demande d'applaudir l'ensemble du groupe France Agricole. Gérard Julien, son président, précipité pour récupérer ce prix, c'est arrivé. Gérard, je vous laisse peut-être prendre la photo d'abord et ensuite vous laisser la parole. Et bien sûr à Jean-Christophe, si tu veux dire un mot, bien sûr. Oui. Vous êtes combien là? Oui, un petit mot d'abord, félicitations Gérard. Ce Grand Prix, il a pour objectif pour nous de désigner un ambassadeur de notre métier. Donc ça veut dire une responsabilité importante pour toi Gérard, de continuer à porter notre métier avec autant de talent, d'efficacité. Alors, c'est quoi le talent et l'efficacité du groupe France Agricole? On se connaît bien maintenant avec Gérard. C'est d'abord le pilier, c'est-à-dire des contenus de qualité, une affinité avec sa communauté de métiers extrêmement forte qui est basée sur cette expertise et ce sérieux. Et puis autour de ça, la diversification qui s'est faite 360. Aujourd'hui, le groupe France Agricole exerce un nombre d'activités impressionnants autour de ces marques hors du métier de la presse. Et pour finir, une capacité d'innovation aussi extrêmement intéressante. Et peut-être que tu nous diras un petit mot de ce que tu penses de la data. Et ce qui est très intéressant quand on parle avec Gérard de la data, et c'est peut-être ça qui fait la réussite du groupe France Agricole, c'est qu'il démystifie complètement le sujet. Il le rend presque simple et abordable. Et ce pragmatisme et cette capacité de ce groupe à être d'une agilité et je dirais d'un réalisme très fort, c'est la marque de fabrique du groupe France Agricole et de Gérard. Écoute, merci à vous, merci au jury. Et puis déjà, j'aimerais remercier les équipes du groupe France Agricole. Il y en a
qui sont représentées ici ce soir, parce que ce qu'on peut dire, c'est que la transformation digitale, c'est quand même pas un long fleuve tranquille, et donc à travers la reconnaissance de nos pairs, eh bien, c'est la reconnaissance de votre travail qui est fait là, donc merci beaucoup. Alors effectivement, à l'échelle de notre groupe, tout commence par des contenus, je le dis régulièrement, et autour de ces contenus-là, eh bien, on cherche à développer de nouvelles ressources. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, notre groupe au sens large, c'est 35% de notre chiffre d'affaires qui est hors presse. Je compte là-dedans le digital, l'événementiel, la data, les services digitaux. Et c'est également 35% de notre marge opérationnelle qui est autour de ces éléments-là. Alors la data, effectivement, c'est un petit peu ma passion. Je dis souvent big data, big blabla. La data, il faut la prendre de manière très pragmatique. Comment on l'a prise chez nous? Eh bien, on a regardé ce qu'on avait comme data. C'est simple, on connaît les exploitations agricoles, ça c'est une data identitaire, structurelle, on connaît leur nombre d'hectares, on connaît les productions qu'ils font. On connaît leur comportement, ils sont abonnés chez nous, ils achètent en ligne ou pas, puisqu'on a également développé une notion de e-commerce. Et puis on a décidé de fédérer sur l'ensemble du groupe ces 2,5 millions de visites qu'on a, de sessions qu'on a par mois. Et on a donc décidé de fédérer à travers une base de cookies sur lesquelles les rédactions l'ont structuré à travers les thématiques consultées, 14 thématiques consultées. On a décidé donc de fédérer ces 2,5 millions dans la base, donc ce qu'on appelle de la donnée affinitaire, par quoi les gens sont intéressés, et on a donc décidé de croiser ça avec la structure des exploitations et avec leur comportement. Donc aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui fait abonner quelqu'un à du machinisme? Et c'est parce qu'il lit régulièrement du machinisme gratuitement sur le site, ou surtout pas? Eh bien, on sait répondre à ce type de questions, et c'est des déclinaisons très pratico-pratiques. Vous savez, on est issu de la Terre, donc on cherche à avancer pas par pas, pas à pas, et puis chacun des projets, l'objectif, c'est qu'il dégage une ressource à court ou à moyen terme. Voilà. Merci. Bravo, merci beaucoup Gérard. Quelqu'un, ces remerciements, c'est Delphine Chen, puisque Delphine Chen a repris le flambeau sur une association qui datait depuis de longues années, et je crois que dynamisme et positivisme sont très importants pour faire la promotion de l'information professionnelle, et je voulais la remercier. Merci à tous les deux, merci à tous. Il y a de la gueule, le palmarès cette année, non? Il y a quand même des belles initiatives. Avant de nous quitter, j'ai deux choses à vous préciser. Les lauréats ainsi que les partenaires, sachez qu'au premier étage, il y a un petit coin vidéo qui est prévu où on vous demandera de témoigner une nouvelle fois sur les dispositifs que vous avez mis en place. Et puis, il me reste à vous remercier en tout cas de votre attention. Pardon. Et le cocktail, on me dit, est au premier aussi. Allez-y, précipitez-vous. Merci beaucoup en tout cas de votre attention. Dernière chose, les lauréats viennent sur la scène pour une photo de groupe s'il vous plaît, avec leur trophée. Merci beaucoup, bonne fin de soirée.